Salut les amis, aujourd'hui nous sommes à Limoges, au sein de notre petite planète Terre, et justement nous allons rencontrer un astronome, il s'agit de François Reynaud. Il travaille à l'université de Limoges. Nous allons aller dans son laboratoire pour voir un peu sur quoi il travaille. Je crois que c'est un peu autour des exoplanètes, mais j'en suis pas très sûr. Allez, on le retrouve tout de suite. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon. Salut François. Bonjour. Alors, une petite présentation peut-être de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Limoges dans un laboratoire qui s'appelle XLIM, qui est une unité mixte CNRS, c'est-à-dire entre l'université et puis le CNRS. Et je travaille depuis plus de 35 ans sur le domaine de l'astronomie. Et depuis une quinzaine d'années, on essaye de faire le mariage entre l'optique non linéaire, c'est-à-dire changer les propriétés de la lumière avec des lasers, des cristaux. Et on veut utiliser cette nouvelle technique dans le domaine de l'astronomie. Ce qui est un peu original, on va dire. Ah, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'école principale d'astronomie. Tout à fait, oui. C'est une façon de faire de l'astronomie qui est complètement nouvelle et qu'on essaye de développer et d'implanter dans certains observatoires. On est allé à Hawaï, au Mauna Kea. On est actuellement en train de travailler avec des gens en Californie, à un interféromètre qui s'appelle Shara, au-dessus de Pasadena, juste au-dessus de Los Angeles. D'accord. Et donc l'optique non linéaire, c'est en fait changer la couleur, c'est ça Alors on peut faire plein de choses en optique non linéaire, dont changer la couleur. Et ça, c'est votre approche en fait. C'est notre approche, complètement différente de celle traditionnellement utilisée quand on veut faire de l'astronomie à des couleurs difficiles à observer. Plutôt que de faire un instrument difficile à fabriquer pour observer des couleurs difficiles à observer, on a rajouté une étape qui consiste à changer la couleur de la lumière qu'on observe pour pouvoir faire un instrument relativement facilement. Pour toi, quel est un peu ton héros dans l'enfance Est-ce que c'était un chercheur justement ou pas du tout Des héros, comme tout le monde, on a plusieurs, ça évolue. Ça a été Tintin, ça a été Cousteau, ça a été ensuite quand j'ai fait de la montagne, de maison, d'autres personnes, enfin des gens qui faisaient de l'escalade, avec toujours en fond l'aventure, la découverte, aller chercher des choses, on va dire comme ça se dit actuellement, hors de notre zone de confort pour aller découvrir le monde, découvrir... C'était le côté exploration absolument complet. Et que tu retrouves dans ton métier de chercheur, parce que un peu, qu'est-ce qui est le plus important pour toi en fait au jour le jour dans ton travail de chercheur? C'est ce côté exploration Alors il y a l'exploration. Je dirais la première étape, c'est de se convaincre qu'on peut faire des choses, et donc c'est l'exploration, je dirais, pour soi. Ensuite, c'est travailler en équipe. Je travaille avec deux collègues, Laurent Delage et Ludovic Grossard, depuis de nombreuses années, et puis de nombreux thésards. Il y a déjà eu 21 thésards qui sont passés ici. Et tout ce petit groupe, on essaye de se convaincre. On fait partie du même groupe, donc c'est plus facile. Et ensuite, convaincre les autres que ce que l'on a trouvé, les choses que l'on a initiées, on peut les partager avec une communauté, que ce sera intéressant pour cette communauté pour découvrir, dans notre cas par exemple, des objets jeunes, des galaxies lointaines, ce qu'on appelle des noyaux actifs de galaxies, ou, ce qui est très à la mode, des exoplanètes. Et justement, vu qu'on en parlait, je crois qu'on t'avait demandé d'amener un objet. Alors, c'était compliqué. Oui, j'imagine. La première idée pour moi, c'était un cadeau que m'avait fait ma grand-mère il y a très longtemps, des clous de la ficelle, parce que j'ai beaucoup joué avec ça. Et je pense que mon métier de chercheur, il est peut-être né d'ici. Ensuite, ça a évolué vers le mécano. Et donc puis les assemblages, côté ingénieur. Et maintenant, on fait en fait une forme plus évoluée de mécano. Et donc voilà l'objet que j'ai choisi. C'est quelque chose qui a été développé dans le cadre de plusieurs thèses, qui est maintenant commercialisé par un ancien thésard du laboratoire, et qui est un appareil qui permet de synchroniser la lumière. Quand on utilise plusieurs télescopes et qu'on rassemble la lumière, il faut synchroniser ça avec une précision de quelques micromètres. Et cet appareil est capable de le faire. Ok, d'accord. Et alors, de quoi c'est constitué? On voit des disques, on voit des c'est de la mécanique, c'est, on va dire, de l'artisanat scientifique, qu'on est les seuls à avoir développé.
et qui en fait étire la fibre pour arriver à synchroniser la lumière. La lumière qui va passer dans les différents télescopes qu'on va utiliser doit arriver de façon synchrone à l'endroit où on va la détecter. Et ça, c'est un objet au quotidien que vous utilisez fréquemment dans votre équipe de recherche. Oui, au quotidien. Voilà. C'est pas D'accord. un objet du quotidien, mais par contre pour nous c'est vital. Voilà. C'est presque un objet du quotidien Nous, de c'est- votre travail de chercheur. Tout ouais. à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, la dernière question, il faut qu'on la pose, Oui. puisque c'est la thématique impossible. Pourquoi est-ce si difficile de voir justement ces célèbres exoplanètes? Alors tout simplement parce qu'elles sont faibles et petites. Donc quand on veut voir des objets petits, on est obligé de prendre des télescopes de plus en plus grands. Et dès qu'on arrive à un diamètre de 10 mètres, eh bien, on n'est plus capable de faire un télescope qu'on appelle monolithique, d'une pièce. Donc on est obligé de faire des réseaux de télescopes qu'on peut lier avec des fibres optiques. Donc ça a été notre travail pendant une trentaine d'années, enfin une vingtaine d'années on va dire. Et des objets faibles à des couleurs qui sont difficilement observables, c'est le deuxième volet de ce qu'on fait actuellement avec le changement de couleur. Et je crois que vous avez des soutiens d'ailleurs pour Alors, faire ce travail, il faut voilà, des soutiens. Absolument, il y a le soutien par des collaborations avec des équipes internationales, ça a été aux États-Unis, en Allemagne, bientôt en Italie, au Portugal, enfin différents, je ne vais pas tous les citer. Et puis bien entendu des soutiens financiers, avec notamment le CNES qui nous a suivis depuis de nombreuses années. Centre national d'études spatiales, c'est ça. Exactement. Et l'INSU, l'Institut national des sciences de l'univers. Il y a plus longtemps, c'était l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et des contrats industriels divers et variés qui nous permettent à la fois de développer du concret applicable dans l'industrie, mais aussi des choses plus amont pour faire des études en astronomie dans le domaine un peu plus théorique. Merci beaucoup François. Avec grand plaisir, merci. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons très prochainement pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres avec des chercheurs et des chercheuses partout en France. Pour finir, je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Allez sur le site internet de la Nuit européenne des chercheurs, c'est le 29 septembre, et peut-être vous aurez l'occasion de croiser François pour parler un peu plus d'astronomie. Sinon, vous pouvez aller sur notre chaîne, c'est juste ici. Vous cliquez sur le lien et vous pourrez découvrir nos prochaines aventures, nos prochaines rencontres avec ces chercheurs et ces chercheuses. Pour le moment, portez-vous bien. Ciao! Now I'm standing in our ashes.